Mara Batista Bacha. Mara Batester Bacha. Bacha. Et l'Unishmat aussi. Niftera Kayom Azé. Moi aussi pareil pour ma mère. Aujourd'hui aussi? Aujourd'hui, oui. Ouais, Ren Baya, Draï le Bet Laloum. Draï le Bet Laloum. Amen. Non. Bon, puisque tu m'as dit qu'il faut commencer par une blague, alors on commence par une blague. Non, justement, parce qu'il va rigoler, ça va faire trembler le caméscope. Ah, elles ne sont pas marrantes mes blagues. Je vais l'expliquer. Si, celle de la belle-mère, elle était marrante. La belle-mère, c'est toujours marrant. C'est pas moi qui ai inventé le sujet. Le frère Un de jour, mon grand-père. Un jour, il y a un homme d'affaires qui venait de perdre son père. Et il vient voir le Rav à la chose. Et il dit Kvod Harav, voilà, écoutez, moi je suis un homme d'affaires à très 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 haut niveau. Et je vous dis franchement, voilà, il m'est arrivé une tragédie, j'ai perdu mon père et pour le Kaddish, c'était très très difficile. J'ai pris quelqu'un pour faire le Kaddish à ma place, hein. Toute l'année je l'ai payé. Donc le Rav, il est avec son talis, cette fille, il bouge la tête comme ça. Nous. Non mais Rav, ce que je vous ai pas dit, c'est que bon, moi dans 30 jours, je suis en voyage à Hong Kong là-bas, et j'ai une foire, et je pourrais pas être là, ça tombe pendant les shloshim, c'était prévu de longue date, et donc j'ai pris cette personne, et je lui ai dit qu'elle fasse les shloshim à ma place. Je lui ai payé en plus, bien sûr. Non. Le Rav, il dit non. Alors il dit non mais Rav, bon, dernière chose. Non mais je vous ai pas dit que mon père est décédé hier. Et là je suis dans les shivas normalement, mais j'ai pas le temps de faire les shivas. Je peux pas me permettre parce que l'entreprise elle va s'effondrer. Si je suis pas là, c'est une catastrophe. Et ce que j'ai bâti pendant des années, je peux... Donc j'ai pris la personne qui fait Kaddish, je l'ai payé pour faire les shivas à ma place. alors il commence à en avoir là. Nous, c'est ma gvara là. Alors c'est quoi ta question? Elle dit non, ma question elle est, est-ce que, étant donné qu'il fait les shivas à ma place, est-ce que j'ai une mitzvah d'aller faire consoler les endeuillés moi? Non. Bonne question. Alors, ça tombe bien parce que on va continuer notre petite exploration de ce passage qu'on dit tous les vendredis soirs, et je pensais cet après-midi, en préparant le shiur un petit peu, en fait, on voit aujourd'hui qu'il y a des fêtes qui ont du mal à rentrer dans le calendrier, qui ont du mal à rentrer dans les normes, parce que un il n'est pas d'accord de ci, un il n'est pas d'accord de ça, l'autre il voit pas les choses comme ci, l'autre il voit pas les choses comme ça. Et c'est vraiment très très rare. Alors, la semaine dernière, on parlait effectivement du devoir de faire Eshet Raïl tous les vendredis soirs, de parler de la femme virtueuse. Et on avait essayé de trouver un petit peu des sources à ça. On n'a pas trouvé, si ce n'est le Chemdat Ayamim, qui n'est pas une source très fiable, puisque c'était un élève de Shabtai Tzvi, selon la rumeur. Et je me dis, mais quand même, il y a quand même un autre côté de cette question, c'est quand même extraordinaire que ce passage, il s'est quand même installé dans toutes les maisons et a dépassé toutes les frontières. C'est-à-dire, peu importe, Marocain, Ashkenaz, Sfarad, Chassidi, Thémani, il n'y a pas une maison où j'ai été un vendredi soir où on ne fait pas ce Eshet Raïl. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous dépassent. En fait, quand le projet est un projet complètement clean, complètement entièrement positif, alors le projet s'installe naturellement, même si, entre guillemets, c'est un pauvre type qui va l'instituer. Mais il peut y avoir des projets qui ne sont pas profondément nobles, et là, derrière ce projet, tu as des grandes personnes, de grands renoms, de grandes personnalités, et le projet, ça va pas fonctionner. Ça, c'est les histoires Mina Shamaim, dans le Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte que ça réussit moins, ça réussit à moitié. Et c'est un peu ce que le Rachaim Akadosh disait sur la Sota, on étudie Sota Shabbat. La semaine dernière, on a lu la parasha de Sota. Et le Rachaim Akadosh dit comment ça se fait, Bémet, qu'on va jusqu'au Beth Amikdash, ça va, bon, ils ont qu'à s'arranger entre eux. Et s'ils ne s'entendent plus, ils n'ont qu'à divorcer. Qu'est-ce qui nous casse la tête maintenant
l'humiliation, il lui pose des questions, et on essaie de la convaincre, ne pas boire, il se mélange. Et le Rahim, donc, là-bas, émet une théorie hyper profonde que je ne vous exposerai pas maintenant, mais il finit quand même par cette phrase très forte qui dit ce que cela prouve que la femme est la clé du bonheur absolu. Si Akadosh Baruch Hu tient à se mêler, donc ça veut dire que quelque part, Akadosh Baruch Hu atteste, il dit c'est trop important ce que tu t'entendes avec elle, mais de l'autre côté, elle peut être aussi la racine de tous les maux du monde. Et c'est un peu l'histoire, si on prend, on va dire, les deux extrémités de l'histoire du monde, ça commence avec Chava et la séduction du Nachash, la séduction du serpent, et comme le Chachamim nous le dit dans la Gemara, c'est par le mérite des femmes que le monde sera libéré de tous ces malheurs. Alors ça tombe bien en même temps, donc, puisqu'on fait Eshet Raïl, en même temps donc c'est l'Askara de la maman du gendre à notre ami Sylvain, et donc aussi à la maman de Charlet. Et donc on va ce soir, je pense qu'on va s'arrêter un peu plus sur les femmes de l'ancienne génération, qui étaient des monuments à travers les psukim qu'on va découvrir. Alors je reviens sur les deux premiers psukim. Rappelez-vous, le but c'est quand même qu'on arrive tous les vendredis soirs et qu'on arrive à comprendre mieux un peu ce qu'on dit, ce qu'on chante. Je reprends le deuxième passouk, Eshet Raïm Minitza, ça on l'avait dit. Batach ba lev ba'ala, veshalal lo yersa. On a dit son mari Batach, Milachon, Bitachon, confiance. Batach ba lev ba'ala, le cœur de son mari a confiance, met sa confiance en elle, veshalal lo yersa. Shalal, ça veut dire que l'avantage de ça, le gain ne manquera pas. C'est-à-dire, vu la confiance que son mari met en elle, cette famille, ce foyer, n'aura pas à essuyer de pertes. Alors, Chachamim, dans le Midrash, image un petit peu ce pasouk à travers différentes situations. Il y en a une qui a attiré mon attention plus que les autres, c'est une histoire avec Eliyahu Hanavi, qui serait venu voir un homme, a priori simple, quelqu'un d'honnête, de droit, mais d'assez ordinaire. Et nos Chachamim racontent qu'Eliyahu Hanavi lui annonce qu'il a été prévu pour lui 7 années d'opulence, 7 années de grande richesse. Et sa question vis-à-vis de cet homme était de savoir, je l'ai vu maintenant ou plus tard. Alors, cet homme un peu simple, intègre, honnête, dit au prophète, et dit, écoutez, Kvod Hanavi, moi je ne prends pas de décision aussi lourde que ça tout seul, il faut que je demande à ma femme. Alors il est parti demander à sa femme, effectivement, sa femme lui a dit, non, si on a 7 ans, tout de suite, c'est bien tout de suite. On va attendre, on n'est pas des enfants, le meilleur pour la fin, on va en profiter tout de suite. Il repart voir Eliyahu Hanavi, donc ma femme elle a dit tout de suite, il n'y a pas de problème. Et effectivement, du jour au lendemain, ce type se voit vivre dans une abondance extraordinaire. Et au fur et à mesure donc, de ces 7 années, la femme qui était restée donc à la maison, et lui allait garder comme une occupation à l'extérieur, il allait s'occuper de la communauté, etc., un petit peu, d'essayer d'organiser des choses au niveau des associations. Alors sa femme, elle, puisque tout le monde savait qu'ils étaient devenus riches, que leur situation financière s'était nettement améliorée, beaucoup de pauvres venaient dans leur maison pour demander de l'aide. Et la femme, à chaque fois, généreusement, elle donnait à chacun. Elle donnait à chacun. Mais à chaque fois qu'elle donnait, elle écrivait sur un petit carnet. Voilà, ce jour-là, j'ai donné tant, ce jour-là, j'ai donné tant, etc. Au bout de 7 années, alors que lui se baladait comme ça, naïvement dans la ville, il fait la même rencontre, il rencontre Eliyahu Hanavi, il dit, écoute, là, je suis venu, donc c'est la fin des 7 ans, ça fait 7 ans qu'on s'est vu, le temps passe vite, hein, surtout quand on est riche. Et il lui dit, écoute, je viens reprendre ce que je t'avais dit. Ah, il lui dit, je vais demander à ma femme. Bah, qu'est-ce que tu vas demander à ta femme? Il dit, écoute, moi je vais l'avertir, je vais lui dire que... Et il va voir sa femme, et sa femme elle lui sort le carnet dans lequel elle avait tout noté. Elle lui dit, je t'en prie, tu prends ce carnet, tu le donnes à Eliyahu Hanavi. Tu lui dis, bon, s'il veut reprendre, il n'y a pas de problème. Et donne-lui ça.
Et effectivement, quand Elianavi a appris le carnet, qu'il a constaté toute cette dacote journalière, quotidienne, généreuse que cette femme faisait à son entourage, elle a dit, on ne peut pas enlever ça, les pauvres, ils ont trop besoin de ça. Alors voilà, elle a dit, puisque c'était vécu comme ça, alors on va te le laisser. Et je te le laisserai à toi et à toutes les générations qui vont suivre. Comme ça, le Midrash y répond. C'est une très très belle histoire. Mais qui illustre tout à fait le passouk qu'on vient de lire. Batach ba'alev ba'ala. Son mari, il avait confiance en elle. Il lui a demandé à chaque fois son avis. Et pas par curiosité. Véchala ça. Et en fin de compte, le manque qu'il devait avoir au bout de 7 ans, il n'a jamais eu lieu. Parce qu'elle a su gérer. Elle a su gérer, elle a su faire, on va dire, une bonne utilisation de ce cadeau qui leur avait été confié. Ça, c'est une première chose. La Gemara nous raconte qu'il y a aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, un type de femme un peu plus embêtante, un peu plus difficile. Ça dépend des natures. Et nous disent nos chachamim, d'ailleurs, c'est intéressant à savoir qu'il y avait des chachamim de l'époque de la Gemara, tels que Rabbi Chia, des moindres, l'élève principal de Rabbi Danassi, avait une femme extrêmement dure. Et à chaque fois qu'il lui achetait un cadeau, à chaque fois en fait qu'il allait au marché, qu'il voyait un objet sympathique, intéressant, tout de suite il l'achetait, il l'enveloppait en plus, papier cadeau, etc. Tout le tralala comme les femmes ils aiment, et il lui amenait. Et à chaque fois il lui jetait à la figure. Je veux pas de ton cadeau. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui avait fait, mais c'est à moi qu'il devait avoir des raisons. Mais un jour, il s'est trouvé avec un collègue en train de discuter. Et ce collègue lui dit, ça y est, arrête, toute ta vie tu vas passer à discuter avec ta femme. Il lui dit, ça y est. Il lui dit, Dayot shemegadlot et banenu ou matzilot ota de minachet. Il a dit, écoute, moi ma femme, elle a éduqué mes enfants, elle éduque mes enfants, elle a éduqué déjà mes enfants qui sont grands, premièrement. Et deuxièmement, grâce à elle, je ne peux pas voir ailleurs, grâce à elle, en tant qu'homme, j'ai ce qu'il faut. Il dit, s'il n'y avait que ça, s'il y avait juste ça, c'est amplement suffisant. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a dit dans le passage d'après? Gemalat ou Tov velora. Elle prodigue du bien et pas le mal. Ça veut dire quoi, du bien et pas le mal? Bon, enfin bas. Alors, elle prodigue du bien. Ça, c'est par rapport au fait qu'elles éduquent nos enfants dans le chemin de la droiture, de l'honnêteté. Ça, c'est le bien. Gemalatou Tov, Velora. Et grâce à elle, on ne fait pas le mal. Grâce à elle, on ne cultive pas le mal. Et tout le monde sait c'est quoi le mal absolu. Kol Yemechayea. Et ça, peu importe. Dire, ces deux éléments, dans les foyers d'Israël qui sont plus ou moins saints, S-A-I-M, tout simplement, ce sont deux valeurs qui sont inconditionnelles. C'est-à-dire, effectivement, tout le monde peut connaître de grandes périodes très, on va dire, très langoureuses, très agréables à vivre, comme des périodes assez désagréables. Mais ces deux éléments, ces deux dossiers, ces deux domaines de la vie, l'éducation des enfants et l'intimité du couple, sont des choses qui, dans les foyers d'Israël, sont deux piliers indétrônable, je dirais, qu'on pratique de façon inconditionnelle. C'est pas parce que Chazou Shalom on passe par une mauvaise passe que les enfants vont devoir subir. Ça c'est une valeur, et là on dépasse toutes les frontières, il n'y a plus d'étiquette. Je ne parle pas de religieux, de massorati ou de traditionnalistes. Ce sont deux éléments, deux domaines dans la vie qui ne sont pas gérés en fonction de l'humeur, de l'état d'esprit du couple. Alors, c'est pour ça qu'on dit Gemalat ou Tov, Velora Kol Yemechayea. Et on va dire, ces deux domaines, quand on s'occupe des enfants à n'importe quel âge, c'est toute sa vie, Kol Yemechayea, et que le mari, il soit beau gosse comme il était à 20 ans, ou 20 ans après avec Baruch Hashem, sa prestance, ça, pour elle, c'est inconditionnel, ça ne change pas. C'est mon mari déjà par rapport à ces deux choses, voire plus. Mais ça ne change pas. Et donc c'est pour ça que Shlomo Melech dit, je trouve que ça colle vraiment au mot, c'est ça, Gemalat ou Tov Velora, c'est sans rentrer d'accord dans des grandes drachotes inaccessibles à tous. C'est des choses qui sont vraiment, qui concernent un peu tout le monde.
Tov velora, c'est ça. Le Tov, c'est nos enfants, velora, c'est le domaine de l'intimité. Kol imechayea, et ça, elle le fait toute sa vie. D'accord? Ça, c'est les psukim qu'on a vus la semaine dernière. Maintenant, on continue. On nous dit ici, alors on va voir un nouveau dossier. Darsha, Tsemer ou Pishtim. Alors, Darsha, l'hydroche. L'hydroche, là on ne parle pas de drachot, d'accord? On ne parle pas d'une conférencière. Quand on parle de Darsha, l'hydroche, c'est demander, exiger, c'est faire des efforts pour trouver quelque chose. Darsha, elle demande, elle recherche activement Tsemer, de la laine, ou Pishtim et du lin. Vata'as bechefetz kapea. Et elle le fait, c'est-à-dire qu'elle va tisser bechefetz kapea. Chefetz, miya'ish et chafetz chaim. Chafetz, ça veut dire faire quelque chose avec une volonté. Volontiers. Vata'as bechefetz kapea. Et elle fait de cette lin ou de cette laine qu'elle s'est fatiguée à avoir. D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait avec ses mains. Elle travaille la matière. Ça veut dire que comme si une femme, naturellement, n'était pas déjà overbookée, n'était pas déjà assez occupée. Et c'est extraordinaire, quand on réfléchit un petit peu, on prend nos grands-mères aussi, nos mères, nos épouses, des fois, voilà, elles sont bien occupées déjà avec la cuisine, avec les courses, avec tout ce qu'il y a à faire, s'occuper des enfants. Et pourtant, dès qu'elles s'arrêtaient, il fallait faire un tricot pour celui-là, il faut faire une kippa pour l'autre. Chacune avec son occupation. Après, on va chez elle, on va garder ses enfants, etc. Ça veut dire que non, elle n'envisage pas le droit à la retraite, comme on dirait, le droit au repos. Non, c'est quelque chose de continu. Darsha tsemer ou pishtim, vata'as bechefetz kapea. Une femme n'est pas attirée par la non-activité comme l'homme. Alors je continue, en fait les trois psukim qu'on va lire ce soir sont dans le même état d'esprit, et je dirais même plus que ça. Enfin, plus que ça au niveau des psukim. Darsha tsemer ou pishtim vataz bechefetz kapea, c'est ce qu'on vient de dire. Ensuite, le pasuk du He, Haïta kaoniot socher. Haïta kaoniot socher, mimerchak tavilachma. Elle est comme des bateaux commerciaux. Haïta, elle était, kaoniot, oniot ce sont les bateaux, socher, commercial, qui font import-export. Mimerchak tavilachma. De loin, elle amène son pain. Alors, restons, on va dire, on aura des paquets d'abord pour comprendre le passouk tel qu'il est écrit. Ce que Shlomo Amelech dit dans ce verset, c'est malgré qu'une femme se sent la tâche de faire fonctionner son foyer, contrairement à l'homme qui lui naturellement peut se sentir à partir du moment où il travaille, où il fait du chiffre, où il ramène, alors l'homme peut se sentir, à son avis légalement, le droit d'arriver à la maison et de s'asseoir. Elle, le contraire, même si elle est toute la journée à la maison, si jamais il manque quelque chose, si jamais son mari il a des fins de mois difficiles, alors c'est volontiers qu'elle ira faire un travail pour arrondir les fins de mois et faire en sorte qu'à la maison, ça soit plus viable, ça soit plus serein comme climat. Donc c'est là ce qu'on dit. Aïta kaoniot socher. Elle est comme ces bateaux commerciaux qui n'hésitent pas pour gagner de l'argent à voyager très très loin. Mimechak tavilachma. Et s'il faut faire des efforts surhumains pour ses enfants, pour son foyer, les femmes en sont capables de façon extraordinaire. Il y a... Mais bon, après, c'est vrai que bon, je suis sûr qu'on a tous, on a tous, en fait, des épisodes, ça fait référence à beaucoup d'aventures, d'expériences qu'on a vécues, qu'on a vues de notre vivant. Mais quand je vous dis ça, je ne peux pas m'empêcher que de me rappeler, quand j'avais 15 ans, j'étais à l'Yeshiva Ktana à Marseille, et mon petit frère, donc le dernier Yohanan, il est né, il était né Shabbat, donc ma mère m'a appelé, elle m'a appelé au téléphone, donc il n'y avait pas de portable, hein, c'était des téléphones assez un quart d'heure, donc elle te rappelle dans un quart d'heure, et tu restes devant, machin, Je t'appelle dans la cabine.
Et effectivement, donc c'est ma mère qui m'annonce, voilà, mon fils, t'as eu un petit frère sur Shabbat. Ah, ça va, maman, ça va. Ouais, non, ça va, c'était un peu compliqué, mais bon, Hachem, ça s'est bien passé. Et ce qui s'est passé, c'est que 2 jours après, je ne sais pas ce qui s'est passé, à l'hôpital, il lui avait donné du lait, un lait pour nourrisson, mais qui n'était pas cachère. Et ça a fait que le petit il a commencé à régurgiter, bon, un cas classique, mais de façon importante. Et malheureusement, déshydratation il y avait. Donc il a fallu le transférer tout de suite à Robert Debré, et là, vas-y, cours les hôpitaux, et tu passes les nuits entières là-bas. Et moi, je suis arrivé comme ça mardi en fin d'après-midi, dans un froid pas possible. Il est né vers le 20 décembre, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est la période de Noël. Moi, j'arrive de Marseille, il fait un froid pas possible. Et je sais pas comment, humainement parlant, comment ma mère qui venait d'accoucher il y a 2 jours et qui n'avait pas dormi pendant 2 nuits parce que le petit il est en train de régurgiter, il a passé 3 mois à l'hôpital, effectivement, à cause de ses problèmes de régurgitation, c'est parti très très loin, il a fait sa bête de très tard. Et je me dis comment elle trouve la force surhumaine de dire mais je vais chercher mon fils qui revient de la yeshiva, ça va, je n'étais pas en Israël ou aux États-Unis où je reviens une fois tous les 7 mois, je revenais tous les mois. Non, et de toute façon je suis là. Et il fallait qu'elle soit là. Vous comprenez, c'est des forces qu'un homme. Bon, je peux m'empêcher, bon, des fois on zappe et je connais, j'ai entendu quelqu'un m'a fait le sketch, il y a un sketch là, on va pas mentionner son nom pour pas lui faire ce cavote, mais d'une comique qui parle de la différence entre les hommes et les femmes. Je suis très friand de ça, et elle dit qu'effectivement, quand un homme il s'est coupé avec une enveloppe, il dit je vais mourir, ça y est. Et voilà, et une femme qui donne la vie, qui s'est mise en danger, elle n'a pas de limite dans les sacrifices qu'elle est capable de faire naturellement. C'est ça ce qu'on dit. Son pain, elle est capable de l'amener de très très loin et faire des efforts surhumains pour pouvoir ne serait-ce que rendre plus viable, plus serein le climat, on va dire financier, de la maison, qui n'est pas des moins importants. Ça c'est au niveau du pshat. Ensuite le troisième pas c'est quoi? Vatakom be'od laila vatiten teref leveta vechok le naarotea. Alors au niveau du pshat, donc elle va travailler pour arrondir les fins de mois. Et en plus, maintenant, le problème c'est que les enfants ils vont à l'école, et il faut préparer Shabbat, et il y a 3 jours de fête qui arrivent. Alors comment on fait? Vatakom be'od laila. C'est des choses qu'on a tous vues de nos yeux. À 3h du matin, elle est déjà debout, ou bien elle n'a pas dormi la veille. Et vas-y, elle sort les marmites, des trucs, elle cuisine, elle prépare. Fais-moi des fiches de... Et c'est extraordinaire. Comment les mots de ce Eshet Chayil collent à des réalités qu'on connaît, qui sont pas, c'est pas une poésie complètement virtuelle qu'il faudrait décoder. Donc, elle se lève, là en pleine nuit, pour préparer le goûter de ses enfants. Vatiten teref leveta. Elle donne, teref leveta. Alors, on va essayer déjà de... on est dans la traduction là. Teref, le mot teref, littéralement, il est employé dans la Torah pour faire référence à l'action d'un animal qui vient manger sa proie. Hein? Toref. D'accord? Binyamin, Ze'ev, Yitraf. Quand Yaakov il bénit Binyamin avant de mourir, il dit c'est un loup qui saute sur sa proie. Binyamin, Ze'ev, Yitraf. Alors, Teref, c'est un peu, voilà, c'est la gamelle. C'est là où on va manger. Là, comme ce qui est la proie pour l'animal, la nourriture pour l'homme. Donc, Vatakom, là, il se lève la nuit. Vatiten, Teref, leveta, afin de pouvoir donner la subsistance, leveta, à sa maison. Vechok, le naarotea. C'est quoi chok? Alors, chok, normalement, ça fait référence à une loi. Mais on voit, il y a des psukim dans le Navi, lechem choki, la ration. Chok, c'est aussi la ration. Vechok, le naarotea. Et la ration à ces jeunes filles. J'ai lu comme ça quelqu'un qui s'est posé la question au niveau de la traduction. Pourquoi on dit, elle donne teref, donc c'est un peu sauvage comme terme de nourriture, à sa maison, et une ration à ses jeunes filles. C'est quoi la différence? Alors, il ramenait comme ça un minag qui se passait au Yémen.
Oui, bon, c'était aussi la culture dans d'autres pays, pas au Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie, qui sont trop développés pour ça. Mais au Yémen, il raconte que la femme, quand elle faisait à manger, elle amenait le plat à table, et tous les hommes, ils mangeaient dans le plat. Jusqu'à présent, les Arabes, ils font comme ça. Ouais. Les hommes, ils mangent du plat. Les hommes, ils ont un grand plat et ils mangent du plat directement. Il mange avec les doigts. Et les femmes, elles ont leur ration. Les femmes, c'est pas beau. Chez les femmes, on va pas faire un plat et vont se... Chez les femmes, elles ont chacune son bol, son assiette. Elles ont ça. Vechok, les narotés. Donc peut-être que, aussi, mais bon, si c'est ça, alors il y aurait une grande gamelle pour les hommes, une grande gamelle pour les femmes. Bon, peut-être pour ceux qui ne sont pas, bon. Alors, Vechok, en tout cas, ça rentre bien dans les mots. On imagine que Shlomo Amelech peut-être fait référence à ce genre de scène. D'accord? Donc, je répète rapidement, parce que le but, c'est quand même qu'on ressort de là avec quelque chose de clair au niveau du monde de la traduction, que quand on lit, on sait ce qu'on dit. Teref, ça ne veut pas dire morceau aussi, Non, non? non. Hein? En arabe, oui. En arabe, c'est morceau. Ouais. Comment tu dis? Teref, c'est pas un morceau aussi. Les truffes aussi, oui. Elles sont chères. Tout à fait. Alors, j'ai eu le prix, je me suis sauvé. Alors, 25 euros. je répète, donc on a dit, aujourd'hui on a fait Dalet et Vav. Darsha, Tsemer ou Pishin, elle demande de la laine et du lin. Vataz, Bechebetz Kapea, elle en fait volontiers de ses mains quelque chose. Ensuite, Haïta Kaoniot Socher, elle est comme ces bateaux commerciaux. Mimechak Tavi Lachma, de loin, Mimechak, Rachok, de loin, elle amène son pain. Vatakom Be'odlaïla, elle se lève en pleine nuit. Vatiten Teref Leveta, elle donne la subsistance à son foyer. Vechok le Narotea, et une ration à ses jeunes filles. Ok? Au niveau de la traduction, bon, Hachem, on est bien. Maintenant, toujours, on reste dans le pshat, et donner un petit peu le sujet, on va dire, très pshatique, très, très simple, des quelques psukim qu'on a vus ici. Voilà. Donc en fait, si on devait résumer un petit peu le sujet de ces trois psukim, et ça va au-delà des trois psukim, d'accord, c'est pas que ça fonctionne par trois psukim dans le Shetraï. En fait, ici on fait référence à la lourdeur de l'homme et au contraire, à la légèreté de la femme. C'est intéressant parce que, d'ailleurs, Rabbi Meir le disait de sa femme, et sa femme était d'accord avec ça, malgré son intelligence pointue, Nashim da'atan kalot. Les femmes ont l'esprit léger. Mais cette légèreté, sa femme était d'accord. C'est pas elle. Véroria, c'est ça, c'est Ça, Elle n'était pas d'accord et que c'est pour ça. Si, elle a qu'il discuté, mais à la fin, il a eu raison. Oui, à la fin. Oui, Ah, à la c'est fin, il ça. a eu raison. Parce qu'au départ, Elle l'a était vu. pas d'accord. Au début, bien sûr, au début, elle a dit Chutz, mais non, c'est pas vrai. Parce que même au début, quand il a discuté avec elle, qu'il lui a dit les femmes ont l'esprit léger, alors elle a dit Chutz Mimeli. Je l'ai fait d'accord pour les autres. Elle a dit en dehors de moi. Parce que moi, je suis la fille de Rabbi Hanina Ben Parce qu'il y a Terabia. des cours. Mon père, il est Rosh Yeshiva, voilà. Oui. Mais ça veut dire pour les autres, t'es d'accord. Après, même pour elle, elle était d'accord. Mais en fait, nous, on qualifie ça d'un défaut. Mais en fait, cette légèreté, c'est ce qui leur permet d'être le contraire de l'homme, qui est la lourdeur absolue. L'homme qui est attiré par le bas, par la non-activité. C'est ça, le fléau d'aujourd'hui, à travers les écrans, et les canals SAT, et je sais pas quoi, les débits, les bibis, les machins. Il y a tous les hommes qui sont comme ça, plaqués, inactifs. Et la vie, elle passe, et voilà, un championnat, deux championnats, trois championnats, et enfin, lui, et lui, il regarde toujours, il a 75 ans, et il regarde toujours. Roland Garros. C'est marrant, franchement. Hein? C'est vrai, bon, franchement, on voit les joueurs, ils changent, et nous aussi, mais nous, on n'a rien gagné. Alors, regardez, alors il dit ici comme ça. On va mettre ça, j'ai beaucoup aimé cette explication. Il dit en fait, donc si on devait essayer de trouver le tronc commun, le message qui traverse tous ces versets, voilà, c'est un peu le caractère volontaire de la femme. C'est ça. Mais maintenant, franchement, je vous donne un exemple sur Paris. Il n'y a pas beaucoup, au niveau des présidents de communauté, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il n'y a pas. Mais il y en a quelques-unes. Ah, il y a quand même. Bien sûr. Et les quelques-unes qu'il y a,
c'est des communautés qui sont en effervescence. Bon, bah, clic. Ah ouais. Qui bougent grave. Quand les femmes, elles prennent un chanton, Gladys Tibi, non Gladys Tibi, qui ne connaît pas Gladys Tibi. D'accord tu sens qu'une femme, elle est là, elle veut y aller, elle va donner des... Après, il y a le revers de la médaille, elle va être autoritaire obligatoirement, et c'est là, mais elle est là et ça bouge. Allez voir là-bas, Bémet. Bon, après, c'est vrai que c'est des communautés, bon, Hachem, c'est des villes où même aux alentours, il y a plein de juifs déjà, dans la ville elle-même, à Vincennes, à Bercy, etc. Mais il y a un chiour là-bas de Gomara, du Rav... le Rav qui a chanté, comment il s'appelle celui-là, qui était près quand on rentre, Ben Soussan ou Ben Soussan, non. Chouchan, non, je pense que Non. à Charenton. Shoshana, très très bon. Magnifique. Et ben, lui, il fait un shiur de Gemara comme ça aussi, comme on fait 1h30 avant Mitra. Il y a 300 personnes tous les Shabbats. Il y a 300 personnes tous les Shabbats. D'accord? Et quand il y a une situation qui dort un peu trop, tiens, là, le bougement, alors c'est bon, donc laisse tomber, c'est pas que t'es mauvais, mais moi je veux que ça bouge. Et en vrai, il y a un office, l'office des jeunes, l'office des plus religieux, l'office des moins religieux, et on y va pour les Yom Ha'atzmaut, c'est phénoménal. En fait, donc c'est ça, ce caractère inné, un peu, je dirais même naturel, que les femmes ont. Exactement le. Ça ne veut pas dire que l'homme, l'homme c'est un minéral, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais l'homme a le sens du devoir. Voilà. L'homme, il a le sens du devoir. Voilà. Si je dois le faire, alors je le fais. Mais il faut que j'ai un devoir. Maintenant, si personne ne me dit quoi que ce soit, si je n'ai pas de critique, alors tout va bien. La femme, non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'elle veut. D'accord? Une femme ne va jamais se suffire de préparer à manger. Elle dit, bon, si personne a craché dans l'assiette, c'est que ça va. Jamais. Une femme, elle veut qu'on lui dise, c'est excellent, c'est bon. Et si c'est pas le cas, alors il faut lui dire, alors, comment faire? Alors, qu'est-ce qui manquait? Alors, il aurait dû mettre ça plus de ci ou plus de ça. Ça manque de sel. D'accord? Non, mais c'est ça. La femme, c'est vrai qu'elle est dans cette énergie positive. Elle a besoin toujours de se rallier à des associations. Après, effectivement, bon, voilà, les hommes, ils vont plus étaler leur pouvoir au niveau de la gérance. Ils sont plus forts dans ça. Au niveau de l'activité, c'est extraordinaire. Alors, donc, en fait, c'est ça. C'est ce discours-là, que je leur amène à danser dans les soukim qui viennent, c'est un discours anti-atzlanout. L'atzlanout, c'est la paresse, c'est la lourdeur de l'homme. Et donc, comme si lui, on a d'un côté l'homme qui dit, bah écoute, si j'ai pas de travail, bah je fais rien. Mais même dans les bureaux, promène-toi dans les bureaux, le mec il a pas de travail. J'entendais tout à l'heure. Ça porte le nom, ça, tu sais. Hein? Il y a le burn-out Ouais. et il y a le bear-out. C'est les gens qui s'ennuient. Bore-out. Les gens qui s'ennuient. C'est pas les gens qui s'ennuient. Qui s'ennuient au travail. Elle est débordée, c'est Le grand. burn-out, Mais j'écoutais France Les gens Info. qui sont à la aussi. moisif. Vous écoutez Les gens qui France ont rien à faire Info dans le tout à l'heure, il y boulot. avait quelqu'un qui posait la question. Enfin, il y a le reporter là-bas, il rapportait une question à un internaute. Comment dire à mon patron qu'à partir de 15h, je ne serai pas disposé à travailler à cause de la finale, je ne serai pas dans l'état de travailler parce que je ne peux pas. Nadal Il y a d'autres jeux, t'as D'accord. raison. C'est l'homme n'aspire qu'à ça. Il aspire que, même s'il a un travail, il va trouver une. Bon, là, même le patron, il comprend. C'est le match de l'année. On peut pas rater ça. Donc tous les moyens sont bons pour ne pas travailler. Alors elle, c'est exactement le contraire. Ça veut dire, donc il y a plusieurs discours. Il y a comme ça, il y a un passage dans Michelet, dans le Pérec, voilà. C'est marqué Chacham Atzel Be'enav Mishiv'a Meshiveta'am. C'est un passage extraordinaire. Il n'est pas difficile à traduire, mais à comprendre, c'est un peu plus fin. Chacham Atzel Be'enav. C'est-à-dire quelqu'un qui est Atzel, quelqu'un qui est fainéant, il est très intelligent à ses yeux. C'est-à-dire que toutes les fainéantises, aux yeux de celui qui la vit, a une raison très assise, très justifiable. Ben, si je fais rien, c'est parce que ça, ou c'est parce que j'ai fait, ou parce que je vais devoir faire. Il y a toujours une raison. Chacham Atzel Be'enav. Le Atzel, il est Chacham Be'enav, il a toujours des super bonnes raisons. Mishiv'a Meshiveta'am.
il a des meilleures raisons que si on lui avait donné 7 conseillers pour essayer donc de faire sa campagne, un petit peu comme une sorte de président ou de roi. Il a des raisons mieux que 7 conseillers rassemblés les plus brillants. Alors c'est quoi ces 7 choses-là? C'est un peu prétentieux, non? Hein? C'est un peu prétentieux, non? Non, pourquoi? Au contraire. Il a- C'est-à-dire que l'homme a toujours des super bonnes raisons pour ne pas faire. Pour trouver une raison, Non, mais pour justifier sa non-activité. Activité. Par exemple, voilà. Déjà, un homme, il te dit, si j'ai pas la matière, je peux pas travailler. Qu'est-ce qu'on dit sur la femme? Darshat semer pishtim, Elle va chercher. watas bechebetz kapeh. Elle va chercher la matière. Il n'y a plus de matière, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de vaisselle, il n'y a plus de machin. Allez, je vais travailler, je vais chercher maintenant de la laine et du lin pour aller tisser. Parce qu'elle veut faire. Par exemple, il y a des gens, il y a des hommes qui disent En tam le yatser. Oui, c'est la crise. Bah, attends, on ne va pas produire. On va pas produire, il n'y a personne qui achète, donc il n'y a pas d'acheteurs, personne qui vend, donc on va arrêter de produire. Qu'est-ce qu'on dit sur la femme? Aïta kaoniot socher mimechak tavilachma. Ah, t'as plus d'acheteurs ici? Alors la femme qui va prendre le bateau, elle va loin. Là-bas, il y a des acheteurs encore, alors je vais travailler là-bas. Alors elle va loin. C'est même au niveau des acheteurs. Ensuite, il y a des gens qui, quand ils travaillent, au milieu du travail, ils trouvent toujours le moyen de passer un petit coup de fil, un petit message, un petit mail. Au moins ça. C'est faire des choses un peu personnelles. Qu'est-ce qu'on dit sur la femme? Vatakom be'od laila. C'est-à-dire que l'homme, pendant son travail, il aspire à faire des pauses. Mais la femme, quand elle est en pause, elle aspire à faire son travail. Vatakom be'od laila, elle se lève en pleine nuit. Quatrième discours du fainéant. Il faut qu'il y ait plus de femmes à écouter ce genre de... Ouais. de C'est pour ça qu'elle a filmé, c'est très bien. Non, pourquoi c'est... Oui, Alors, oui, on va là sur elle savait, elle va elle tweeter. savait. Ouais. Oui, c'est vrai qu'elle a fait On fait un Par briefing exemple, d'abord. on dit, voilà, si un homme, bon, il dit, moi j'aimerais bien, voilà, Elle le dit vin, ça toujours, marche toujours, toujours, le vin, c'est toujours. toujours un bon investissement, le vin, ça vieillit, etc. Oui, mais bon, moi j'ai pas de vigne. Alors qu'est-ce qu'on dit sur la femme? Zamema sade vatikacheu, miprikapea nata karem. On va voir les semaines plus tard qu'elle elle pense, mais comment je vais pouvoir faire pour acheter un terrain, pour pouvoir planter et faire en sorte de produire aussi. Il y a des gens qui disent, physiquement j'ai plus la force, allez, je suis vidé, enikoach. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit? La femme, chagra be'oz motnea. Elle va mettre sa ceinture de Robocop et elle y va. Et elle pense pas à sa... Son tablier. Ah, voilà. Ensuite, attends. Oui, alors il y a des gens, bon, ils disent, au moins quand ils s'arrêtent à la fin de la journée de travailler, donc là ils disent, bon là c'est bon, là je peux arrêter. On dit, Ta'ama kitov sacha, lo yirbe balayla nera. Elle, la Eshet Chayil, lo yirbe balayla nera, elle ne veut pas éteindre la lumière. Elle veut pas aller dormir. Elle ne veut pas arrêter, tout simplement. Et après, il y a des gens qui pensent, c'est la dernière des sept conseillers, il y a des gens qui pensent, bon, si ma voiture elle est en panne et que lui il est au taxi, ou quelqu'un qui travaille avec son ordinateur et que l'ordinateur il y a un virus, pour l'instant il est cassé, j'ai pas d'outil de travail, je vais pas venir au boulot. Joël, Hein? Alors ils ont dit, il y a des hachilcha bakishor vechapeatam kupalech. Encore une fois, on verra, ce sont des versets qui disent la femme, elle met la main dans le conduit et elle essaye de réparer. Elle ne veut pas attendre passivement que la chose soit réparée. D'accord? Donc, tout ça, bien entendu, ça a aussi un rapport avec, on avait dit la semaine dernière, selon le Gaon de Vilna, le Eshet Chayil aussi a une connotation très forte avec l'étude de la Torah. Et malheureusement sur ça, c'est juste utopique on va dire, d'espérer de se réveiller soi-même. Il doit réveiller quelqu'un d'autre, pas au même niveau, parce que déjà, il faut être convaincu soi-même. Mais je donne quelques Vatakom be'od laila. On a dit, elle se lève en pleine nuit. Un vrai Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui étudie la nuit. C'est quelqu'un qui va pas dormir, parce que c'est marqué dans la Gemara, Yomam yetzave Hashem chasdo, uvalayla shiro imi tefila le'el chayat. Yomam Akadosh Baruch Hu, il envoie la grâce à quelqu'un. Vous savez, la grâce, le chesed, le chen, comme on dit, vegomlenu vetitenenu le chen,
Ou le chesed ou le rachamim be'enecha. Tous les matins, on demande à Kadosh, fais en sorte que je plaise à tout le monde. La séduction, c'est d'avoir une tête qui revient à l'autre, c'est quelque chose qui n'est pas dans nos mains, mais qui est ô combien fondamental dans la vie de tous les jours. Avoir un chen. On ne demande pas d'être, d'accord, d'être un beau gosse, d'être un mannequin. Non, c'est d'avoir un chen, d'être quelqu'un de gracieux. À Kadis, c'est marqué, celui qui étudie la nuit. Donc normalement il a les traits tirés, quelqu'un qui veille, qui ne dort pas. Alors après, il est pas beau à voir, il n'est pas attirant, il est un peu fermé, il est fatigué, il a les yeux qui se ferment. Les Talmidei Chachamim, c'est exactement le contraire. Yomam yetzaveh Hashem chasdo uvalayla shiro yimim tefila lem. Akadosh Baruch Hu, à ceux qui étudient la nuit, il ne t'inquiète pas. Tu t'inquiètes pour à quoi tu vas ressembler demain, tu vas avoir la tête enfarinée, tu vas plaire à personne, et quand tu vas pouvoir ouvrir la bouche pour faire une dracha, alors personne ne va t'écouter tellement tu es repoussant et tu as des poches en dessous les yeux, etc. Il dit le chen, je m'en occupe. Akadosh Baruch Hu, il dit moi je te donne le chen. Je vais te donner la grâce et les gens voudront t'écouter. Ça c'est pas Vatakom be'od laïla. Vatiten teref leveta vechok lenarotea. On dit la même chose. Aïta kaoniot socher, qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu que la Torah aussi, elle est comme un bateau commercial. Alors ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous allez présenter Hashem Shabbat, on va peut-être commencer le 7e Pérec là-bas dans Sota, qui nous parle, on va dire, en quelle langue Cohen parlait à elle, dans quelle langue on pouvait écrire, dans quelle langue. Alors à partir de là, il y a énormément de sujets qui vont être développés. C'est-à-dire qu'en fin de compte, bon, je ne vais pas reprendre on va dire, le contexte technique de la Gemara, mais vous avez très bien remarqué que quand on étudie une Gemara, alors tout d'un coup, dans le contexte de l'idée qu'on est en train de comprendre, il y a un détail qui sort du sujet et qui fait référence à une montagne, à quelque chose de fondamental. Par exemple, voilà, on a vu sur Shabbat, s'il y a un témoin, d'accord, on a parlé de un témoin, peu importe de quoi. Alors, on va voir la Gemara juste après, elle s'interroge, attends, mais un témoin, ça fait référence à quoi? Et un témoin, ça sert dans quel cas? Donc à partir de là, on sort un témoin, la Torah, elle a cru un témoin dans 3 circonstances. Dans la circonstance de la femme soupçonnée, la Sota, elle a cru un témoin dans le cadre de la femme Aguna, si Chazve Shalom, lo alenu velo alechem, velo kol Israël, il s'agit de témoigner sur le décès d'un homme pour permettre à sa femme de se remarier. Alors la Torah a donné sa confiance à un témoin, alors que normalement c'est minimum 2. Là même un, ça suffit. Et le troisième contexte dans lequel la Torah donne sa confiance à un témoin, c'est Egla Rufa. Quand il y a un meurtre dans une ville et qu'il n'y a pas eu de témoin, maintenant on est sûr que c'est un meurtre. C'est pas une mort naturelle. Alors la Torah, je vous dis l'idée vraiment très grossièrement de la Egla Rufa, on verra ça même plus tard, la génisse à qui ont brisé le cou, la Khaletan. L'idée c'est que un événement dramatique, un drame qui arrive comme ça, une vie perdue à cause d'un homme, ne doit pas être un fait divers. Chez Israël, dans le peuple d'Israël, ça n'existe pas. Le Beddin doit en faire une affaire d'État. Il doit avoir les plus grands de la ville, ainsi que les plus grands du Sanhedrin qui devaient se rassembler à un endroit, et on fait une pratique super bizarre avec une génisse, et on lui brise le cou, on lui brise la nuque, etc. Un truc super bizarre. Mais pourquoi ce truc-là? Justement, pour dire, chez nous, il n'y a pas de « Ah, bah il a été tué comme ça, mais on ne saura jamais. » Peut-être qu'on ne saura jamais, de toute façon, lui, l'agresseur, aujourd'hui, il s'en occupe. Ça, c'est pas notre affaire. Mais nous, on ne doit pas tolérer ça. C'est l'argument, d'ailleurs, un jour où on envoyait des fois Shlema, que Rav Sitruk avait relevé à l'époque de Ilan Halimi, quand il y a eu, après le grand rassemblement, la victoire avec les personnalités du gouvernement. À l'époque, je crois que c'était Fillon et Sarkozy, ou quelque chose comme ça. Fillon était là-bas. Et Rav Sitruk, il avait dit, il leur avait ramené que chez nous, on a une pratique que quand il y a un mort, quand il y a un drame qui se passe, alors tous les plus grands rabbins, ils se réunissent, ils font toute une cérémonie, comme pour dire au gouvernement, quand il y a un Halimi qui se passe, alors le gouvernement est censé remuer ciel et terre pour que ce genre de choses ne se reproduisent jamais. Alors, pourquoi je vous dis ça maintenant? C'est quand on étudie un sujet dans la halakha, dans la Torah, on doit être capable, quand on a une question, de ramener une preuve, comme si tu prenais le bateau et t'allais chercher dans un autre domaine.
D'accord? C'est-à-dire, je vous parle maintenant d'un sujet, on parle de la sautage, je vous amène dans Egla Aroufa. Et on va passer par la cache-route, par peut-être la shrita, etc. Il dit, la Torah d'un homme, elle doit être à ce niveau-là, d'être capable de se balader dans tous les domaines, dans toutes les disciplines de la Torah. Et Dieu sait combien elle est large. Aussi, Rechava Miniyam, elle est aussi vaste que les océans. D'accord? Ça, vraiment, ça c'est au niveau du pshat. Quelques 5-10 minutes. Alors, maintenant, au niveau de la dracha, je voulais revoir avec vous une Gemara, puisque vraiment, voilà, on a vu les Ilou Nishmat, ces deux moments, je pense qu'il n'y a pas une plus belle occasion que de rappeler cette Gemara-là. La Gemara dans Brachot Daf Zayin, elle dit là-bas, Amar Rav Gdola Avtacha Shivticha Nakadosh Baruch Hu Lanashim, Yoter Mina Nashim. Plus grande est la promesse qu'Akadosh Baruch Hu a fait aux femmes que celle qu'il a fait aux hommes. Chez Nehemar, parce que c'est marqué dans Yeshaya, le prophète Isaïe s'adresse au peuple, à un moment donné il dit Nashim Sha'ananot, vous les femmes sereines, les femmes tranquilles, comme Nashma Nakoli, levez-vous, écoutez ma voix. Banot Botrot, vous les jeunes filles confiantes, Ha'azena Imrati, soyez attentifs à ma parole. On voit que dans ce passou, le prophète, il parle aux femmes de deux façons. Nashim Sha'ananot et Banot Botrot. Il parle des femmes sereines et des filles en confiance. Alors qu'est-ce que la Gemara apprend de là? La Gemara elle apprend de là que puisque le prophète a donné deux termes pour s'adresser aux femmes, alors quand il s'adresse aux hommes, il n'utilise qu'un seul terme, on voit que les promesses qu'Akadosh Baruch Hu a fait, qu'il réalisera à la fin de l'histoire, dans le sens positif du terme, elle est plus grande que ce qu'il a fait aux femmes par rapport à ce qu'il a fait aux hommes. C'est-à-dire que le salaire qui attend les femmes sera beaucoup plus important que le salaire qui attend les hommes. Comme ça la Gemara dit. Après la Gemara demande à Marle Rav les Rabbi Chia. Alors Rav un jour a dit à son élève, Rabbi Chia, il a dit Nashim b'maï zachian. Il lui dit mais je comprends pas. Il dit les femmes elles ont quoi comme mérite? C'est quoi? Il faut comprendre la question. C'est une question bon. Question très... Il y a un rab qui s'appelle Rabbi Chaim Aboulafia, c'est un juif. Et mais c'est pas un juif. Il a vécu il y a 250 ans. Cracheur de flammes. Qui? Ah, Aboulafia? Le feu de la Torah. Je vais te dire qui il était, tu vas lui demander Mechila tout seul ce soir avant de dormir. Tu vois. Le roi Chaim Akadosh. Le feu de la Torah. Ah, bien sûr. Le roi Chaim Akadosh, il disait sur lui, écoute Daniel, le roi Chaim Akadosh, il est du Maroc, celui-là, tu lui fais confiance. Il y a 250 ans, le roi Chaim Akadosh, il disait sur lui, sur Rabbi Chaim Aboulafia, qu'il était une étincelle de la Neshama de David Amelech. Et c'était juste, il y avait, regardez, il y a 250 ans, un petit détour historique comme ça, très intéressant. La ville de Tveria, vous connaissez Tibériade d'aujourd'hui? Bon, 250 ans, c'est pas du tout, ça ne ressemble pas à ce qu'il y a aujourd'hui. Mais il y avait là-bas donc le maire de la ville ou le gouverneur, je ne sais pas comment ils appelaient ça à l'époque. Il a fait un rêve. C'était un goy. Il fait un rêve. Et dans son rêve, parce qu'il venait de se passer là-bas une tragédie, il y avait eu un tremblement de terre phénoménal qui avait détruit la ville. Et toutes les installations, toutes les constructions qu'il y avait étaient parties en lambeaux à cause de ce tremblement de terre. Et ce goy-là, il a fait un rêve. Il a dit, débrouille-toi, tu vas à Izmir, Turquie, tu amènes ce rabbin là-bas, il s'appelle Chaim Aboulafia, il a 80 ans maintenant. Il faut que tu l'amènes et que tu lui donnes tout ce qu'il a besoin pour s'installer dans ta ville et tu verras, tu vas tout reconstruire et faire de cette ville une ville magnifique. Alors, le goy, il a cru. Le gars, il a mis des hommes sur un bateau, il les a envoyés en Turquie. Vous vous débrouillez, vous allez me chercher ce rabbin, vous me dites qu'il vienne habiter ici. Il avait 80 ans à l'époque. Le Rav, il a accepté, bien sûr. Il lui dit, attends, on vient le chercher pour aller en Eretz Israël. Il est venu, mais ben, il ne vient pas tout seul. Quand lui, il part de Izmir, il a 80 élèves qui vont avec lui. D'accord? C'est pas 20 familles qui vont à Hadera ou quelque chose comme ça. C'est le Tveria de l'époque. C'est un truc de fou. Il y a 250 ans, 80 élèves qui le suivent
pour aller à Tibériade. Et avec chaque élève, un Sefer Torah. 80 Sefer Torah. De Izmir. De Izmir. Le club belge là-bas. De Izmir Il y avait le club à belge. Tibériade. Et ils sont venus s'installer là-bas. Ils sont arrivés à Haïfa direct. Et effectivement, là-bas, ils ont construit tout un quartier là-bas. C'est à côté de... En fait, bon, il y a là-bas, il y a eu ça il y a un certain nombre d'années, un maire là-bas à Tibériade. Bon, c'est pas à son honneur ce qu'il a fait, mais parce que le Rav, il avait fait une synagogue là-bas qui s'appelle Etzraïm. Vous ne connaissez plus parce que c'est tout simplement à l'endroit de la Taïlette de Tibériade. Ils ont détruit tout le quartier où lui, ce précurseur, habitait là-bas. Ils ont détruit une synagogue, un Beth Midrash, il y avait des yeshivot, tout à côté de la Kinneret. Tout c'était au bord de la mer. Ils ont tout détruit pour faire une... Ils ont gardé, il y a eu un truc comme... Ils ont Pas ça, ils ont gardé un petit truc, ouais. Peut-être celui qui a détruit la synagogue. Et Rabbi Chaim Ben Attar, à l'époque, il est venu du Maroc, il est venu habiter en Israël. Et il a voyagé, donc lui il est venu à Jérusalem, Rabbi Chaim Ben Attar. Rabbi Chaim Akadosh, vous savez qu'il est enterré à Razetim. À côté là-bas, à côté du côté, le fameux cimetière là-bas où il y a beaucoup de tzadikim. Et Rabbi Chaim Ben Attar, il a voyagé donc, de Jérusalem à Tibériade, donc à l'époque, il n'y avait pas Eged, pour rencontrer Rabbi Chaim Aboulafia, et qu'ensemble, ils aillent prier sur le kéver de Rabbi Akiva, qui est là-bas dans le village, pour prier sur l'avenue du Mashiach. Pourquoi? Parce que le Rachaim Akadosh disait que lui était Mashiach Ben Yosef. Il le disait, il le proclamait, il écrit dans son livre, explicitement. Et il disait que lui, Rabbi Chaim Bolafia, était Mashiach Ben David. Et que si les deux se réunissaient sur le kever de Rabbi Akiva qui est le maître de l'exil, quelque part, c'est lui qui entame l'exil. Et en même temps, celui qui a des espoirs extraordinaires. Ils sont partis ensemble prier là-bas, et les deux, ils n'ont pas fini l'année. Les deux, ils sont morts dans l'année. On n'a pas une zéra, on n'a pas voulu, c'était pas le moment. Exactement. Le roi Chaim Akadosh, il est mort le 15 Tammuz, c'est le 15 Tammuz, c'est 2 jours avant 17 Tammuz, et Rabbi Chaim Aboulafia, il est mort le 6 Nissan, de la même année, à 12 mois. Alors, qu'est-ce que lui dit? Il dit dans son livre, quand il dit « Nashim b'maï zachian », c'est quoi cette question de la Gemara? Les femmes, elles méritent par quoi? Mais, ça veut dire quoi? Elles manquent de qualité? Alors Rabbi Chaim, il expliquait, il dit non, comment c'est? Il dit, les gens qui lisent la Gemara, ils ne comprennent pas. Mais ceux qui savent ce qui se passe un petit peu en haut, alors eux, ils savent. Ils savent de quoi. Quand on dit Nashim de Maïzachia, il dit que les femmes ont 4 madurim, je ne sais pas comment traduire, alors on va dire 4 compartiments ou 4 propriétés dans le Gan Eden. C'est-à-dire si un homme, avec dans toute sa vie, il a réussi à amasser des mérites et il arrive à avoir une propriété au Olam Haba, sa femme, elle en a 4. Pourquoi elle en a 4? Parce que elle a aidé son père quand il allait Shabbat à la choule et qu'elle aidait sa mère à préparer, etc. À travers sa voie, elle lui a amené un thé pour qu'il continue à étudier, etc. Elle lui a amené son manteau. Donc elle a participé au judaïsme actif que son père vivait. À part ça, elle a aidé ses frères aussi. Elle a aidé ses frères à leur préparer le goûter pour aller à l'école, pour pouvoir continuer à étudier la Torah. Elle a aidé son mari à étudier la Torah. Et bien entendu, elle a éduqué ses enfants. Donc il y a son père, ses frères, son mari et ses enfants. Pour ces 4 productions de Torah, elle mérite 4 compartiments au Gan Eden par rapport à l'homme qui n'en mérite qu'un seul. Gadol Amease Yoter Minaose. Plus grande est la personne qui fait faire une mitzvah que celle qui fait. C'est pour ça que ce qu'on dit, c'est ce que ce soir il faut essayer de prendre conscience. Voilà, il y a des gens qui font faire aux autres. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a un type, il est là, et tu rentres dans un Beth Midrash, en Eretz Israël, c'est très classique. Le type, il se lève, il va pour faire mincha, Beyachid. Il ne connaît pas le quartier, il est en vacances, c'est un touriste. Alors toi, tu es là en train d'étudier, ou tu passes par là, tu vois, il va commencer à faire mincha. Tu dis, il fait sa vie, je ne vais pas me mêler. Non,
tu vas le voir, tu lui dis, vous voulez pas un minyan? Dans 5 minutes il commence, il y a le Beth Knesset juste en fait, vous traversez la rue, il y a un minyan qui commence. T'es assez, tu fais pas la mitzvah c'est lui qui va la faire. Mais tu mets assez ta mitzvah, tu fais faire la mitzvah. Gadol la met assez, yoter mina ose. Plus grande est la personne qui fait faire la mitzvah que celui qui l'a fait. C'est ce qu'on apprend, de cette Gemara de Nafet. Et la Gemara dit pourquoi, donc, quel est le mérite de ces femmes? Pourquoi elles méritent 4 parts? Parce qu'elles apprennent à leurs enfants, elles font les devoirs à leurs enfants. Elles révisent le chumash et les mathématiques aussi, parce que c'est nécessaire avec leurs enfants. Donc elle éduque ses enfants, elle apprend à ses enfants à se construire. À part ça, elle, comment c'est marqué là-bas, et elle pousse son mari à sortir pour aller étudier. C'est-à-dire qu'elle se prive d'éventuelles soirées, restos et compagnie pour que son mari puisse continuer à assumer son engagement d'aller au shiur et d'étudier la Torah. Et en plus, elles l'attendent qu'il revienne du shiur pour parler avec lui, voir manger, etc., partager un moment avec lui. Ils disent ces éléments, donc en fait elles font pas, elles font faire. Et quand quelqu'un il fait faire aux autres, c'est encore plus grand. Bon, il y a une tonne de choses à dire, je ne peux pas trop m'allonger, surtout je vois qu'il y en a qui sont beaucoup fatigués. Et je comprends tout à fait, il est tard, mais voilà, c'est un peu. Je vais finir par cette image, vous savez, il y a le Yerushalmi qui raconte, bon, c'est un peu des histoires dramatiques, mais je trouve, même si c'est dramatique, le côté grandiose y est. On raconte l'histoire d'un rave qui s'appelait Rabbi Shalom Shabazi. C'était un rave qui a vécu il y a 300 ans au Yémen. Le jour où il est mort, c'est le Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, qui était un des plus grands Mekoubalim de l'époque. D'accord ? Le Yémen était aussi une fourmilière de juifs d'un niveau de judaïsme inimaginable. Vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, dans les yeshivot ashkénazes, d'accord, Zama, l'élite, Intello, machin, les plus balèzes, c'est les Thémanim. D'accord ? Ils sont arrivés là, de leur pays complètement ensablés, avec leurs petites pélotes, machin, et ils ont une intelligence phénoménale. Et quand ils te racontent là-bas, je parle avec certains amis à l'Yeshiva qui étaient Thémanim, et ils te racontent comment ça se passait là-bas. Mais le Rav, il passait dans le village, d'abord c'était des quartiers, avec que des juifs. Mais malheur à celui qui, 2 heures avant Shabbat, n'avait pas baissé le rideau du magasin. On savait qu'il allait se faire fusiller par le Rav. Mais il y avait un niveau de judaïsme là-bas exceptionnel. Et il y avait donc ce grand chacham, Rabbi Shalom Shabazi. Il est à l'origine, il a écrit presque 3000 chansons. Mais quand on parle des piyutim, tu sais les piyutim, quand tu connais au Maroc, machin, je sais pas, il y a des aglos, il y a des plus illustres que ça. Et lui, donc, il a écrit. Et il y a une chanson qui est. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous connaissez Ofra Chaza. C'est le Thémanim, c'est une Hein? Elle a fait Shirachirim. Ofra Chaza. C'est pas ta génération. Non. Non, c'est les années 80, 90, comme ça, 88, 87. Elle est morte, je crois, elle est morte. Ouais. Elle n'était pas vieille. Non, elle est morte. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que elle avait, voilà, il y avait un tube. Je me rappelle, moi j'étais gosse, il y avait le top 50. Elle passait au top 100. Voilà. C'est vrai, Ce texte, Elle est morte il y a combien de temps? Un an et demi. je te raconte l'histoire de ce texte. Mais Ismiri ou Alou, un truc comme ça. Voilà. C'est lui, il est méné, tu vois. Imnin Alou. Vous connaissez l'histoire de ce texte? Non. De qui? De ce texte-là, Imnin Alou, de la chanson d'Ofra C'est Chaza. oui, c'est un Marocain. Rabbi Shalom Shabazi avait, parmi ses enfants, il avait une fille qui était dotée d'une beauté exceptionnelle, d'une une intelligence phénoménale, et qui s'est faite remarquer par quelqu'un qui avait du pouvoir là-bas dans la vie, les autorités, un peu chez les Arabes, vous savez comment ça se passe. Et là-bas, ce genre de sultan, il n'a pas hésité à exprimer son désir, et il a dit, je la veux elle. Vous débrouillez, il a envoyé ses messagers, il l'avait vu dans la rue quand il marchait là-bas, il dit, vous débrouillez, vous me l'amenez. Il dit, mais c'est la fille du rabbin, Rabbi Shalom Shabazi. Et fille du rabbin, il n'y a pas, vous me l'amenez, il n'y a pas de problème, qu'est-ce que je vais lui proposer?
Et donc les messagers sont arrivés et ils ont dit à Rabbi Shalom Shapeli, écoute, le sultan, il demande à ce que ta fille vienne immédiatement avec nous au palais. Il dit, je peux l'accompagner. Bon, alors, le problème, c'est que quand il y avait ce genre de nouvelles, le sultan, il veut ta fille au palais. On savait que la fille, à la fin, n'était pas joyeuse. Et donc, la fille, quand elle a entendu ça, il n'y a pas le choix, de toute façon, où elle vient, où il la tue sur place. Alors, elle a été avec son père, et son père tout le chemin. Il lui a dit, il disait à sa fille, en arabe, je ne sais pas comment il disait, il lui a dit, Maïa, ma fille, qu'est-ce qui va se passer? Mais comment on va faire? Elle dit, la gaba, il est top, ça se passera bien, t'inquiète pas. Elle était très jeune. Et elle est arrivée là-bas, et donc le sultan, son air très misogyne, donc il a dit, voilà, toi tu vas te marier avec moi, et je vais te couvrir de parures, de bijoux, de robes, et ta vie misérable, tu vas complètement l'oublier. Alors, elle n'a rien dit, elle s'est tue. Elle a baissé la tête, elle s'est tue. Et effectivement, elle a été prise dans les appartements du sultan, elle s'est laissée faire. Et quand il l'a emmené, donc elle l'a emmené à l'étage, immédiatement, première chose qu'elle a fait, elle s'est mise à la fenêtre, elle a sauté, elle s'est suicidée. Elle a été enterrée à côté de son père. Et son père, il apprend suite à cette tragédie, son père a composé cette chanson. Si les portes du ciel se ferment, etc., machin, par rapport à la fille. Et non, il y avait l'histoire de. Je connais l'histoire, ça c'est les Marocains, Soulika. Voilà, l'histoire de Soulika. L'histoire de Soulika, c'était une fille qui habitait à Tanger. Elle avait. Alors, il y a certaines versions qui disent qu'elle avait 16 ans, 17 ans, mais d'après les écrits qu'on a, elle avait 14 ans. Elle avait 14 ans, et à la même chose là-bas, le sultan de la ville là-bas, de Tanger, qui l'avait vue, il a dit je la veux celle-là, parce qu'il l'a vue assise avec des Arabes, et tout de suite, quand elle est juive avec des Arabes, ça rayonne obligatoirement, avec le contraste. Et il a dit je la veux. Il l'a amenée, il a dit écoute, bon, lui il était religieux, ce Marocain, il a dit je veux que tu te convertisses à l'islam d'abord, parce que j'ai pas le droit de me marier avec une juive. Alors, elle lui a dit, du haut de ses 14 ans, elle dit, je suis né juif et je mourrai juif. Il dit, mais tu sais pas de quoi tu parles, tu sais la vie que je vais t'offrir, tu sais où je vais t'amener, tu sais ce que je vais t'offrir. Elle dit, non, je suis né juif, je mourrai juif, je ne veux pas. Ah, il répète après moi, je crois, à un moment, il y en a qui veulent dire qu'elle s'était... Elle avait dit la phrase de la conversion, mais sans le penser, etc. Mais Bekitsour, elle ne s'est pas laissée faire. Elle tenait sur ses positions. L'histoire a pris tellement d'ampleur que c'est venu aux oreilles du roi. Et quand le roi il a entendu, il a dit amenez-la moi. Et ils ont emmené là-bas, il n'y avait aucune chance. Quand le roi il a vu, directement il est tombé amoureux d'elle, et dit non, pour moi ça va. Et la même chose, convertis-toi, fille, t'inquiète pas, on va bien te traiter, tu auras des servantes, les gens vont travailler pour toi. Et elle était une clocharde, elle vivait dans la misère la plus absolue. Et elle a tenu le même discours devant le roi. Et le roi dit, mais c'est dommage, tu sais à côté de quoi tu vas passer, mais qu'est-ce que tu vas devoir subir parce que tu refuses? C'est un outrage au roi, maintenant je vais être obligé de te sanctionner, de te punir. Il n'y a pas de problème, je mourrai juif. Et bien effectivement la sanction est tombée, le roi a demandé à ce qu'on l'attache par les pieds à un cheval et qu'on la fasse traverser toute la ville. Alors avant qu'on l'attache, elle a demandé, est-ce que je peux vous demander quand même quelque chose avant de mourir? Oui, qu'est-ce que tu veux? Il veut une pince, des épingles à linge comme ça, une pince. Et après, elle voulait s'attacher les cheveux, quelque chose comme ça. Elle s'est attachée la robe, les extrémités de la robe dans la chair. Dans la chair. Demandez, c'est pas en Maroc, tout le monde connaît cette histoire. Elle s'est attachée les extrémités de sa robe dans la chair, parce qu'elle a dit, quand on va me traîner, ma robe va partir dans tous les trucs, et je veux pas qu'il y ait des mecs qui se fassent des idées. Je veux pas être le produit, Shalom, d'une mauvaise pensée de quelqu'un. Et donc elle a mis dans sa chair, elle est morte comme ça, et là-bas, bon, le drame, c'était... Et donc traîner le sang qui coulait partout, et donc quand le cheval il s'est arrêté, tous ces Arabes, ils marchaient dans les Ikhram, ils n'ont pas changé d'un poil. Et ils sont tous jetés sur elle pour déchiqueter le corps. Mais il y avait là-bas un rabbin qui s'appelait Raphaël Tsarfati. Et lui était
il a eu l'idée de prendre vide de sa maison des pièces d'or qu'il avait. Il a jeté les pièces d'or. Et tous les Arabes sont courus pour là-dedans. Et vite il a couru, il a pris son corps, il a rentré, il a pu l'enterrer de cette façon-là. Jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de juifs qui vont, dans le cadre de pèlerinage, ils vont pèleriner le kéver de Soulika. Je ne me demande pas s'il n'y a pas un mikvé à côté ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un endroit très très connu. C'est du Tanger, non? Elle était de Tanger à la base, Mais mais on l'a amenée à Fès. On l'a amenée à Fès chez l'Oro. La même chose, la fille de Rabbi Shalom Shabazi aussi, c'est devenu un lieu là-bas de pèlerinage. Lui et sa fille, même des goïms là-bas, des Yéménites, qui vont pèleriner là-bas. La force du peuple, c'est qu'en fin de compte, c'est ça. C'est que tout ça, c'est lié à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est la hitlaout. Vous savez, c'est cet engagement. Peut-être que les hommes sont concernés par les mitzvot, on va dire directement, et ils doivent faire les choses. Alors, je fais, Shacharit, Mecharit, Metfilin, mon limoud, etc. Je fais les choses. Mais bon, parce que je dois faire. Mais quand la femme est convaincue, si elle arrive au niveau d'être convaincue qu'elle doit faire, chez elle, le devoir se transforme très rapidement en plaisir, en passion, puisqu'elle comprend tout par le regesh, elle comprend tout par le ressenti. Donc même une fois qu'une femme, elle adhère à une idée, peu importe le niveau d'orthodoxie, vous comprenez, si une femme, elle a adhéré au niveau de faire des fêtes, alors tu vas voir ce qu'elle est capable de dépenser comme force et d'investir pour faire en sorte qu'il y ait une famille, il y ait un cocon familial et qu'il y ait des fêtes et qu'il y ait à manger et que c'est plus qu'à manger. D'accord? C'est la même chose. Et après, il y en a d'autres, ça va leur mettre sur la tsniout, qui est aussi fondamentale. Mais une femme, elle ne reste pas raisonnable comme un homme. Voilà. L'homme est raisonnable. Aussi bien dans le bon sens du terme que dans le mauvais sens du terme. Raisonnable, monsieur Rabbin, les tefilines, on peut les enlever à partir de quand? Suffisant. D'accord? Ce genre de question, chez une femme, ça n'existe pas. D'accord? Ou à quelle heure on finit? Ça n'existe pas chez les femmes, ça. Ou bien elle ne vient pas parce qu'elle est trop débordée, et si elle vient, alors elle est en transe, elle est complètement dedans. Voilà les idées qu'on a essayé d'exprimer aujourd'hui à travers les 3 psukim qu'on a lus de Shetraïm, et j'imagine, puisque c'est la Haskara de ces 2 mamans, que ces portraits doivent coller à ces femmes de l'ancienne génération, combien nous on doit être fiers d'avoir eu ce genre de parents, et qu'on doit aspirer, on doit faire en sorte que, on va dire, ces agissements, cette façon de vivre, puisse perdurer, continuer le plus longtemps possible. Amen. Amen.